Et je devais faire la présentation du père Juvénal, mais je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Sinon, ce sera reporté à la fin si on doit arriver en tout temps. Voilà, donc nous reprenons notre série de conférences. La première a pour titre « Le corps confiné ». Vous savez que les mots de confinement, déconfinement, reconfinement sont passés maintenant dans le vocabulaire courant. Nous les utilisons tous les jours. Et ce soir, nous allons parler du corps confiné. Non, et ça n'est pas un médecin ou un virologue ou un infectiologue qui va parler, c'est un professeur de philosophie. Donc nous allons avoir une vision anthropologique et chrétienne du sujet. Alors pour ça, c'est Cathy Leblanc qui va parler, qui est docteur et postdocteur en canonique de philosophie, avec comme sujet traduction ontologique chez Heidegger, de l'Institut catholique de Paris. Elle a un DOA de littérature et linguistique américaine de l'université de Lille 3, d'ailleurs elle parle couramment anglais, et dans une toute autre activité, elle est diplômée supérieure de piano, et elle joue très très bien du piano également. Elle est professeure de philosophie à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille, chargée de cours en civilisation britannique. Et elle a un certain nombre de publications à son actif. Je cite « Le pardon à l'épreuve de la déportation »,« La fraternité à l'épreuve de la déportation »,« Le corps à l'épreuve de la déportation », la littérature comme expérience, l'oubli ou la garantie de l'être. Disons que dans tes publications, il y a souvent le problème du corps qui revient. Voilà, donc c'est tout à fait indiqué pour ce soir. Voilà. Eh bien, je vais te donner la parole. Il est 9h moins 20, ça fait 50 minutes. Merci beaucoup Claude pour ta généreuse présentation et merci à l'Académie catholique du Val-de-Seine de m'inviter pour partager mes recherches. Alors les recherches, c'est quelque chose qui n'est jamais abouti, hein. C'est quelque chose qu'il faut toujours remettre sur le travail. Et donc j'aurais besoin de votre indulgence. Alors en effet, puisque maintenant, depuis de nombreuses années, je fais partie de l'association Bruneval de Roi et Commando. J'ai participé pendant une dizaine d'années aux cérémonies des camps, aux cérémonies de libération des camps, et j'ai donc pu suivre les déportés dans leurs déplacements. Ils sont moins nombreux, mais les déportés dans leurs déplacements au jour le jour, pendant une dizaine de jours, lorsqu'ils étaient à Weimar, c'est-à-dire à côté de Brunwald. Et en étant avec eux, eh bien, c'est toujours en voix off qu'on apprend énormément de choses. En les écoutant, on se rend compte des choses et beaucoup plus qu'en lisant des littératures savantes. Et donc, effectivement, c'est la barbarie, c'est le travail que j'essaie de faire sur la barbarie, et j'ai sur le métier une HDR qui s'intitule l'herméneutique de la barbarie. Et c'est à travers ce sujet, à travers les outils aussi que j'ai pu rassembler, que j'ai été interpellée par la situation de confinement où le corps était meurtri aussi, hein, puisque enfermé, puisque masqué. Et donc, j'ai décidé d'essayer de creuser un petit peu la question, et je vais vous livrer mes conclusions qui sont bien sûr à retravailler. La crise sanitaire que nous traversons, on n'est pas sorti encore tout à fait. Enfin, bon, on a
on a fait un grand pas. Il faut espérer que les pays pauvres puissent tous accéder au vaccin, et parce que pour l'instant on est en train de faire la 3e injection alors qu'il y a des pays qui n'ont pas eu encore la 1re injection. Donc il y a une injustice sociale. Eh bien, cette crise nous a amené à nous interroger sur nos conditions de vie et nos conditions d'échange. Nous avons appris le sens du terme confiné. On l'avait entendu, c'est un terme qu'on avait entendu lors des attentats. Par exemple, lors de l'attentat de l'Hypercacher, il y avait une école qui n'était pas très loin et les enfants ont été confinés. Donc on avait commencé à apprendre le sens de ce terme dans le contexte du terrorisme. Et puis ici, c'est dans un tout autre contexte que nous avons dû le vivre. Un contexte épidémiologique. Ce terme ne s'était pas invité à un programme de notre quotidienneté auparavant. Et nous avons toujours vécu comme si l'espace qui nous entoure était libre. Et surtout, comme s'il ne pouvait pas ne pas l'être. Et des personnes qui ont connu la guerre m'ont dit, même pendant la guerre, on n'a pas connu ça. Pourtant, pendant cette crise, nous avons dû faire face à des limitations de nos libertés fondamentales. À commencer donc par cette occupation de l'espace qui est aussi un espace commun. Et nous avons pris conscience de cette communauté d'espace. Cela nous a fait prendre conscience des limites de notre quotidienneté, mais aussi de nos démocraties. Et beaucoup de questions se sont présentées au programme. C'est-à-dire beaucoup de questions qui concernent notre modèle de vie commun. Par exemple, aller chercher du pain est devenu un processus complexe. Tout s'est complexifié. Il a fallu, lors des confinements, pour pouvoir aller acheter notre pain, remplir un formulaire. Ce terme de formulaire n'est pas sans nous rappeler la littérature kafkaïenne. L'administratif était au quotidien. Jamais nous n'avions vécu de telles contraintes. Sortir, se promener dans l'espace public a soudain représenté un risque. Le risque de contracter un virus extrêmement dangereux. Le risque aussi de devoir payer des amendes importantes. Notre corps ne pouvait plus se glisser dans l'espace public, ni évoluer normalement. La situation est devenue anormale et une forme d'étrangeté a soudain surgi dans notre vie. Une forme d'étrangeté. Notre corps nous a révélé notre vulnérabilité. Il est ce qui porte notre vie. Il est aussi, et je l'ai appris en travaillant sur la barbarie, et notamment en organisant un colloque sur le corps à l'épreuve de la déportation, notre corps porte notre humanité. Et notre corps commun, notre corps collectif porte aussi la communauté de notre humanité commune. Et donc c'est tout cela qui a été réduit, qui a été mesuré et qui a été contraint. Notre corps nous permet d'exister, d'être présent dans le monde. Mais alors, comment être encore présent quand nous sommes interdits de monde? Nous devons respecter des contraintes de limitation du mouvement également. Et le mouvement, c'est aussi la vie. Ou du déplacement de notre corps. Ceci nous a révélé que notre existence pouvait être réduite. Ces contraintes ont directement affecté notre liberté. En ceci, la liberté peut être définie de par la circulation du corps, sans contrainte, sans entrave. Ça nous rappelle l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'était, alors on en fait mention dans la Magna Carta de 1915, donc c'est la première constitution d'Europe qui est écrite en Angleterre.
On n'a pas le droit d'entraver quelqu'un sans lui signifier la raison de son arrestation et sans la juger. Outre le fait qu'il nous permette de nous déplacer, le corps nous permet aussi d'actualiser notre rapport aux autres. Et ce rapport aux autres vient également définir notre existence. Sans les autres, nous ne serions rien, nous ne serions personne. Nous ne serions pas aimés et nous ne pourrions pas aimer. La question de l'affectivité est très importante. Cette crise dite du coronavirus nous a également révélé notre besoin de contact avec les autres, qu'il se manifeste par la proximité ou par contact effectif et affectif, comme celui de l'étreinte. Jamais auparavant, un président de la République n'avait demandé au peuple qu'il gouverne de ne plus s'embrasser. C'était plutôt le contraire, embrassez-vous maintenant, pardonnez-vous. Et là, on a dit, ne vous embrassez plus. Et cette formule m'a vraiment beaucoup choquée. Jamais un chef d'État n'avait demandé aux familles de ne plus se rassembler. Pas plus de 6 à table. Jamais, depuis la loi de Jules Ferry instaurant l'école obligatoire, les autorités n'avaient interdit aux écoliers de se rendre à l'école. Jamais un ministre du Travail n'avait demandé aux salariés de rester chez eux. C'est le scénario d'un mauvais film. Cette situation est donc inédite. Ce qui a donc caractérisé cette période de confinement, c'est l'empêchement. Nous avons dû vivre, et nous devons encore un peu vivre avec l'empêchement. Et on va essayer de comprendre la portée de cet empêchement. Il faut encore ajouter à ce constat une donnée que nous ne pouvons pas négliger. Seul du rôle de la fonction et de l'impact, du rôle de la fonction et de l'impact de l'écran sur notre vie. L'écran s'est substitué aux modalités de contact. Et l'écran peut-il remplir sa fonction de contact? Ça n'est pas certain du tout. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui rassemblés en chair et en os. Les réunions de famille sont passées par l'écran. Les réunions de travail sont également passées par la vidéoconférence. Pour entretenir leur amitié, les personnes organisaient même des apéritifs à travers l'écran, se filmant mutuellement et se donnant à voir aux autres. Tous ces processus sont des processus de compensation. Ils sont la traduction de ce qui se fait autrement à la base. Donc nous vivons par compensation dans cet état d'entrave. Ainsi, au lieu de me rendre dans ma famille, je fais un mail et je propose un rendez-vous de vidéoconférence. Et au lieu de nous rassembler, nous nous regardons et nous parlons des choses de la vie. Il faudra aussi, dans cette réflexion, nous demander ce qui manque quand nous ne pouvons être physiquement présents les uns pour les autres. Qu'est-ce qui caractérise une présence physique? Et ça, je crois qu'il faut vraiment y travailler beaucoup. Qu'est-ce qui manque quand nous ne pouvons pas assurer une présence physique? Ce questionnement nous amènera à nous interroger sur ce qui constitue un monde. Et là, il y a des philosophes qui ont travaillé sur ça. Il y a Heidegger et il y a Merleau-Ponty. Qu'est-ce qu'un monde? Qu'est-ce que le monde ambiant? Ce nouveau fonctionnement nous apprend que le corps est quelque chose de sacré et que la présence physique est irremplaçable. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des réductions. Dans son ouvrage intitulé « La philosophie du corps », Michaela Marzano souligne le rôle du corps. Et elle dit « Il est l'une des données constitutives et évidentes de l'existence humaine ». Le corps est en effet une évidence. Peut-il y avoir une vie sans corps? Pas encore.
car sans corps, nous ne pourrions pas nous déplacer, nous croiser, nous reconnaître, nous ne pourrions pas penser non plus. La question de l'altérité passe également indubitablement par le corps. Le corps de l'altérité n'est pas mon corps. Et c'est pourquoi il peut y avoir rencontre et communauté. Pour comprendre cela, il suffit de relire et de se référer à la pensée d'Emmanuel Levinas, dont Vincent Laquet est spécialiste ici. Nous constaterons que nous avons besoin d'un support pour manifester notre humanité. Chez Levinas, c'est celui du visage. Et donc, cette présence est une donnée bien concrète. Elle nous rappelle que notre existence passe par notre chair. Le visage possède également un fonctionnement qui n'est pas autonome et qui est directement lié à la présence de l'altérité. Les émotions qui s'expriment sur mon visage s'adressent aux autres. Michaela Marzano souligne que, par son corps, on s'inscrit dans le monde et on rencontre autrui. Cette notion d'inscription est très importante. Nous existons, nous signons notre existence dans le monde par notre corps. Mais qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que les mondes? Ce sont donc des composés de personnes que l'on connaît ou que l'on connaît moins, et surtout des composés de sens. Le monde est ce qui ouvre sur la possibilité d'une familiarité, d'un chez-soi, d'un partage également. C'est à tout cela que me renvoie le visage de l'autre. C'est donc à l'intérieur de ce réseau qu'il faut penser le corps et que l'on pourra bâtir une philosophie du corps capable de montrer le sens et la valeur de la corporéité. Qu'est-ce que la corporéité? Alors, si on regarde dans un petit dictionnaire Larousse, voici ce que l'on trouve. Pour les phénoménologues, fait pour l'homme d'être dans le monde, d'être regardé par autrui comme une personne, un être humain. Fin de citation, ça veut dire que notre humanité, eh bien, nous pouvons l'identifier à partir de notre corps. Quand nous regardons quelque part et que nous apercevons une silhouette, nous identifions spontanément sa nature humaine ou au contraire sa nature non humaine. Il suffit d'un seul attribut humain pour l'identifier. Par exemple, si je fais une balade en forêt et que j'aperçois seulement la tête d'une personne, je sais qu'il s'agit d'un être humain. On peut aller plus loin. Quand on voit un membre, on sait qu'il s'agit d'un être vivant aussi. Et c'est sacré, on le respecte. Si je veux une main représentée sur un tableau, je sais qu'il s'agit d'une main, de la main d'un être humain. L'approche phénoménologique est très importante pour la conception du corps. Elle permet de prendre conscience de l'amplitude de la corporéité et de cette détermination. En fait, le corps va beaucoup plus loin que le corps lui-même. Et ça, on l'a vu cet été avec Marie-Jaël. Dans les théories du piano, bien les doigts, en fait, couvrent potentiellement tout le clavier. Sinon, on met trop de temps pour aller d'une note à une note. Le lien entre le corps et l'intention, le statut communicatif ou expressif du corps, et surtout le lien entre le corps et la personne, viennent constituer la personnalité. L'apparence est la première approche du corps, même s'il ne faut pas se fier aux apparences, ce que nous apprend George Sand dans La Petite Fadette, que vous avez tous lu à l'école. Par exemple, puisque derrière une apparence déguenillée, elle possède de grandes qualités morales. Cette approche phénoménologique est différente de l'approche classique du corps ou de l'approche strictement neurologique, voire technique, où le corps est réduit à un instrument. Dans la crise qui nous occupe,
nous voyons clairement que le corps fut réduit à un vecteur de virus. Et c'est tout le problème. Autrui est devenu une infection possible. Il y a des gens qui ont développé des dépressions pour cette raison, parce qu'ils sont mis à avoir peur des autres, à avoir peur de sortir de chez eux. Il y a des gens qui n'osent plus sortir de chez eux. La pensée qui domine est la caractérisation du corps en vecteur de contagion et d'infection. Et la dérive peut devenir une obsession. Dans cette obsession, on oublie autrui. À quoi cela se voit-il? Par exemple, si je dis un tiers, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a frappé. J'ai dit à quelqu'un que ma nièce a eu le Covid et puis qu'elle avait 41 de fièvre. Elle a fait jusqu'à 41 de fièvre, elle était très inquiète pour ma nièce. Et la personne en question, au lieu de me demander si ma nièce va mieux, si elle a été hospitalisée, m'a demandé « mais tu l'as rencontrée de près ?» Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Au lieu de prendre le souci de la personne, eh bien, on prend souci de soi-même et on se dit, peut-être qu'elle est contagieuse. Et ça fait partie de l'ordre du quotidien. Mais ce sont des choses importantes à respecter. Donc j'ai répondu, oui, merci, elle va mieux. Voilà. Le problème, ici, c'était la compassion. La disparition de la compassion, pour la bonne et simple raison que le tiers en question est intensément préoccupé par sa propre santé et par le pouvoir de contamination que je peux porter ou devenir. Les instructions gouvernementales, à aucun moment ne mettent en avant le fait de prendre des nouvelles ou prodiguer des soins aux personnes malades. Contact ou pas contact. En fait, les messages qui sont passés à travers les médias, c'était ça, contact ou pas contact. Le corps est réduit à ce vecteur de contamination, alors que le corps est une personnalité. On arrive à ne plus considérer le corps comme l'expression d'une personnalité. Soit contact, soit pas contact. Moi, j'ai même été cas contact sans avoir eu de contact. En termes de politique de santé, on est dans l'urgence. On ne produit pas une politique sanitaire. C'est comme si le pays avait été envahi par un virus qui était partout, chez soi, dans la rue, à l'université, à l'école, dans les cercles familiaux. On place cela avant toute considération de l'altérité, dérive inquiétante, qui autorise des limitations, réductions, liberticides et des réductions attentatoires. Sur cette surpréoccupation nous a conduit à l'oubli de l'être. Là, c'est un terme qui est issu de la philosophie heideggerienne. Nous sommes avec la crise du Covid dans une pensée de la technique, où en tout cas, la crise du Covid conduit au même type de problématique. Dans le cas de la question de la technique chez Heidegger, l'être humain n'est plus capable de voir dans le fleuve quelque chose de poétique. En effet, le fleuve, en l'occurrence le Rhin, va devenir la force motrice d'une centrale hydraulique, un peu comme nos paysages de campagne deviennent des champs d'éoliennes. Enfin ça, il ne faut peut-être pas le regretter parce que ça permet peut-être la survie de la planète. On passe d'un paysage qui a été poétisé par Hölderlin à un élément entrant dans la chaîne de production. C'est l'oubli de l'être. Quelque chose est rompu. La conséquence au niveau du vécu est l'impossibilité de s'abandonner à une rêverie poétique et l'impossibilité d'être en parfaite communication avec la nature. De même, en ce qui concerne notre existence, la pression exercée par le Covid et ce que Guido Meyer a nommé la sonorisation de la société des médias a pris le dessus. Mais l'oubli de l'être, cela peut aussi être la disparition de la conscience morale dans le contexte d'un fonctionnement idéologique sanitaire comme le nôtre. Et c'est là un point essentiel, l'oubli de la conscience morale. De nouvelles déterminations se mettent en place. Ces déterminations sont d'autant plus prégnantes dans la vie du citoyen qu'elles sont énoncées par les autorités et qu'elles touchent à l'intimité. Le président a dit « ne vous embrassez plus », quand bien même il s'agit de mettre en place une vigilance, on reste dans la sphère de l'intime et on modèle l'intimité et le rapport à autrui dans l'intimité.
La détermination de mon corps comme vecteur de contagion est donc officielle. Et c'est en fonction de cette détermination réductrice que le réflexe premier qui consiste à soutenir la vie d'un proche est modifié. Parallèle avec une instruction que l'on rencontre dans les avions et surtout sur les lignes anglo-saxonnes. C'est quelque chose qui m'avait frappé. On dit aux passagers adultes qu'en cas de dépressurisation, ils doivent d'abord mettre leur masque avant de poser le masque de l'enfant. Il y a là une hiérarchisation qui dérange le point de vue moral, par lequel on se doit d'avoir d'abord le souci d'autrui avant d'avoir le souci de soi-même. On a vu dans les EHPAD des personnes mourir de tristesse, souffrir d'une immense solitude. Pourquoi ? Parce que les personnes étant devenues pur pouvoir de contagion, le lien social a été rompu, ce qui a conduit à un véritable isolement. On a vu cela aussi dans les villes, des personnes isolées ont sombré dans la dépression nerveuse et dans une tristesse chronique. Cette détermination de mon corps comme vecteur de contagion a également empêché la poursuite de soins importants qui nécessitaient des visites à l'hôpital, comme les chimiothérapies, et le nombre de cancers devenus graves parce que non traités a augmenté significativement. On dénombre entre 5 000 à 10 000 décès de cancers non dépistés, donc le nombre de victimes. Nous avons aussi manqué de médicaments contre le cancer puisque les frontières étant fermées et les vols suspendus, nous ne pouvions plus acheminer les médicaments que les laboratoires de notre pays font fabriquer en Chine, ce qui n'était pas sans être problématique. C'est le cas du laboratoire Merck qui fait fabriquer son lévothyrox en Chine, donc à Nantong. Et le lévothyrox, c'est un médicament essentiel pour la thyroïde, un médicament vital. N'est-il pas paradoxal de faire fabriquer des médicaments contre le cancer en Chine, alors que la population amène de nombreuses maladies, alors que la pollution qui est créée par la trace carbone des avions amène de nombreuses maladies, des leucémies, des décès. Il reste que beaucoup de consultations ont ainsi été suspendues en raison de la redéfinition de notre corps comme vecteur systématique de contagion. Or, le corps ne peut ni ne doit être réduit à une seule détermination, ni à une parcellisation. Comme l'affirme Michaela Marzano, l'un des problèmes majeurs devant lesquels se trouvent les philosophes qui s'intéressent au corps, c'est son statut extrêmement ambigu, qui ne peut être réduit ni à celui d'une simple chose, ni à celui de la conscience pensante. Fin de citation. La question de la réduction est donc essentielle. En aucun cas, le corps ne peut être réduit à une partie de lui-même, ou une seule détermination. Et c'est bien ce qui s'est produit lors de cette crise. Quel est l'effet de l'oubli du corps, ou de cette impossibilité à prendre en compte la totalité du corps? Alors, comme nous l'avons dit, le corps intervient dans la présence. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris en proposant un hologramme lors de sa campagne. Il voulait se corporéifier dans les lieux où il n'était pas. Être présent auprès de proches, d'amis esselés dans le grand âge permet de leur donner suffisamment envie de rester en vie. C'est le désir de vie que cela active. Envie de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, car leur monde, à l'intérieur de la maison de retraite, de l'EHPAD ou simplement de leur domicile, lorsqu'ils perdent la motricité, se réduit terriblement. C'est donc l'altérité qui apporte le monde. À vos souhaits, leur monde ne fait plus monde. Il devient l'espace qu'encore ils peuvent occuper. Cette présence permet de reconstruire leur monde ou de le maintenir. Donc c'est la présentation du corps de l'altérité portant son humanité qui permet de reconstruire le monde de la personne.
La vie, donc, cette présentation permet de garder le sens de la vie. La vie, c'est aussi la mobilité, le dynamisme, le mouvement. Dans un espace réduit, comme on l'a réduit, le corps se trouve plongé dans l'immobilité ou la quasi-immobilité. Il n'y a plus de perspective de projection ou de mouvement. Et si l'âme est ce qui nous anime, Aristote nous le rappelle, alors cette animation n'est plus possible et l'on passe d'un monde animé à un espace de confinement dont la seule perspective est celle de la morbidité. D'où le rôle que peut jouer la musique, qui est un art qui peut susciter le mouvement et la danse. Réappropriation du corps, sortie de l'isolement. Alors vous avez des gens comme Anne-Marie Dubois à l'hôpital Sainte-Anne qui soignent des anorexies grâce à la danse. Donc ça remet le corps dans son monde et ça redonne du sens à la personne. Lors d'un reportage réalisé par France 3, une personne âgée pleurait et demandait pourquoi on ne la laissait pas parler avec sa voisine. Même parler avec la voisine, cela était interdit. Elle ne comprenait pas cela et souffrait la réduction de son monde et de son dépeuplement. Et notre corps est aussi, donc, notre monde, mais aussi le monde d'autrui. Ceci nous montre à quel point il importe d'élargir les mondes des anciens, dont on a beaucoup à apprendre, pour leur permettre de vivre et pour constituer également notre monde à nous. Élargir ce monde, cela signifie rendre visite, apporter des nouvelles de l'extérieur, apporter des journaux, des magazines, envoyer des photos, des lettres, solliciter l'essence également, apporter des petits gâteaux fabriqués à la maison. C'est tout cela qui compose le monde de la personne. En ce sens, la distance qui est créée, qui a été créée par les autorités pour notre bien, et il le fallait, mais cette distance eh bien, a eu également apporté une certaine toxicité. La toxicité de cette distance se définit par la privation de monde. Michaela Marzano précise aussi que l'on ne peut se tenir à distance de son propre corps. Le corps n'est pas seulement un objet, même s'il l'est aussi. Quand nous faisons opérer, eh bien notre corps est l'objet du chirurgien. Quand je pense, mon corps, il devient aussi l'objet de ma pensée. Mais il n'est pas que l'objet de ma pensée, puisque, en tant que sujet pensant, comme Descartes nous l'a montré, j'ai besoin de mon corps et de ses caractéristiques les plus biologiques pour penser. Le corps, s'il peut devenir objet, ne l'est jamais complètement. Il est toujours encore le sujet que je suis. Et si l'on impose des contraintes à mon corps, ces contraintes ne s'adressent pas qu'à mon corps. Elles s'adressent aussi à moi. Et les tortionnaires le savent bien. D'où la tristesse que je peux éprouver quand, âgé, je suis empêché de voir les autres. Cela s'assimile à une punition ou à une peine, d'où la question « pourquoi ?» maintes fois répétée. Nous aurons compris que lorsqu'on emploie le terme « objet » pour parler du corps ou de l'être humain ou du vivant plus largement, le sens du terme « objet » est à appréhender avec prudence. Le corps n'est pas un objet au sens d'un stylo, d'une tasse en porcelaine ou de quelques statuettes de bronze. Certes, ce sont des jeunes objets, mais parler du corps comme objet ou de soi-même comme objet, cela relève de la pensée par représentation. Alors ça nous ramène à Pythagore, qui est cité par Cicéron dans les Tusculanes. Eh bien, je ne sais pas si j'ai eu le temps de raconter cette petite anecdote aussi. Alors, la pensée par représentation, c'est ce qui est à la base de la différenciation entre sujet et objet. Et on en trouve l'origine dans la Grèce antique de Pythagore. Léon de Pliante,
demande un jour à Pythagore, mais qui sont ces hommes que vous appelez des philosophes? Et qu'est-ce que c'est que ce philosophos? Donc Pythagore lui répond, écoutez, dans la vie c'est comme au jeu. Il y a ceux qui se battent pour la gloire, il y a ceux qui spéculent, et donc ceux qui se battent pour la gloire sont esclaves de la gloire, ceux qui spéculent sont esclaves de l'argent, et beaucoup plus haut, eh bien, il y a des hommes qui regardent de façon désintéressée le spectacle du monde. Ce sont les philosophes. Alors, nous sommes tous des philosophes, et nous regardons le spectacle du monde dont nous faisons partie. Mais dans ce spectacle du monde, nous sommes les objets de notre pensée. Donc c'est la différenciation entre sujet et objet. Donc quand nous pensons notre corps, nous ne cessons pas d'être un sujet, mais notre pensée, notre corps dans notre pensée devient un objet. Mais il ne sera jamais seulement objet puisque nous le pensons. Donc, la différence majeure entre ces deux types d'objets, le stylo et mon corps par exemple, est le lien qui unit mon corps comme objet à ma conscience. Et celui qui unit la statuette pensée comme objet à ma conscience. Mon corps est intimement lié, voire confondu à ma conscience, ce que ne peut être la statuette, quand bien même elle serait une statuette qui a appartenu à mes grands-parents. C'est-à-dire quand bien même il y a un lien affectif. S'il y a une pratique qui a réduit l'humain au rang d'objet, c'est l'esclavage, bien sûr. Et il y a un esclavage contemporain. L'esclavage n'est pas fini, je l'ai appris cette semaine au contact des magistrats. Posséder quelqu'un, c'est le considérer comme un objet nous appartenant, un objet complètement dépouillé de responsabilité et donc de son statut de sujet. Il fallut également attendre le sortir de la Seconde Guerre mondiale pour donner aux femmes les pleins droits d'un sujet puisqu'elles ont eu le droit de voter et de prendre part à la communauté dans laquelle elles vivaient. L'humain a donc également revêt aussi, peut revêtir le statut d'objet quand on le réduit, mais alors il devient invisible, et ça c'est la leçon des camps de concentration. Dans cet anonymat, tout le monde est concerné et personne ne se reconnaît. Nous devenons un simple élément dans une foule indifférenciée et dans un jeu de probabilités. La reconnaissance singulière n'est plus possible. La singularité, c'est notre histoire personnelle. C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Le masque devient alors la métaphore de l'occultation de notre personnalité. Au cœur de la décision prise pour la collectivité, ce que Jean-Luc Nancy nommait la singularité disparaît. Et ce masque, nous devons le porter, nous avons dû le porter. La singularité est constitutive du sens de la vie. C'est ce qui fait le peps de la vie. Et si l'on supprime la singularité, alors le sens de l'existence particulière risque aussi de disparaître. Sans singularité, il n'y a plus de sens. Dans l'uniformité, l'être humain souffre. Il faut bien avoir conscience du fait que notre corps participe du sens de notre vie. Notre corps traverse notre vie. Pour dire vivre sa vie en allemand, on dit sein Leib, leben. Et c'est une expression vraiment très intéressante. Parce que Leib, ça désigne le corps en tant que chair. Donc si je vis ma vie, alors cela passe par mon corps en tant que chair. Ce terme germanique a donné Leib, L-E-I-B, a donné life, L-I-F-E. Puisque vous savez que l'anglais est une langue germanique. Ce sont les Saxons qui sont arrivés en Angleterre au 4e, 5e siècle. Ce terme donc s'oppose à Körper, qui a donné corpse,
en anglais, et qui désigne plutôt la dépouille, corpse. En tout état de cause, comme le rappelle Manuela Marzano, il importe de, je cite, s'interroger sur le sens de l'existence charnelle. Ce qui n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on se rend compte des attitudes contradictoires que les individus manifestent vis-à-vis de leur corporéité. D'une part, en effet, le corps semble désormais accepté dans sa réalité matérielle, dans ses souffrances et ses besoins, dans sa beauté aussi, au point qu'on lui voue un véritable culte. D'autre part, il est asservi, car mis au service de nos constructions culturelles et sociales. Le corps peut être le lieu d'un asservissement, et sa pleine présence offre toutes les possibilités de faire de lui un objet que l'on peut dépourvoir de sens. Or, le corps se manifeste aussi d'abord par ce sens, par notre personnalité. L'intentionnalité, pour reprendre le vocabulaire de la phénoménologie, est essentielle. Elle constitue aussi le moteur de notre corps. C'est ce que souligne Jean-Luc Nancy dans Corpus. C'est un philosophe qu'il ne faut pas oublier, Jean-Luc Nancy, qui est décédé il y a peu de temps et qui mériterait qu'on s'arrête un peu sur son œuvre. Voici ce qu'il dit. À proprement parler, nous ne connaissons et nous ne concevons, nous n'imaginons même que du corps signifiant. Quand on pense à un corps, on pense à un corps signifiant, c'est dans un réseau de sens. Du corps dont il n'importe guère qu'il soit l'ici ou le là d'un lieu, mais dont il importe avant tout qu'il opère comme le lieu tenant et le vicaire du sens. C'est beau ça, le lieu tenant et le vicaire du sens. Fin de citation. Le corps se fait donc garant du sens. Il n'est plus à concevoir en lui-même et pour lui-même, mais comme porteur du sens. On pourrait presque le comparer à Hermès, qui dans la Grèce antique est le messager des dieux. Le corps se fait en effet messager. Or, il n'y a de sens que si le sens est partagé, précise encore Jean-Luc Nancy, et ce partage repose sur notre faculté ou notre caractéristique essentielle d'être les uns avec les autres, comme aujourd'hui. Tout obstacle à ce partage vient diminuer le sens que nous portons et qui nous traverse toutes et tous de façon indifférenciée et initie un jeu de reflets, figures, de la reconnaissance et de la complicité qui doit avoir lieu entre les membres d'une même communauté humaine. Naturellement, ce qui annonce notre corps et notre existence charnelle est le visage. Et Lévinas a particulièrement bien souligné ce que représente le visage. Donc je ne vais pas développer ce travail, mais je voudrais quand même faire un lien entre Lévinas et la barbarie et le visage. Lévinas a été prisonnier pendant 5 ans dans un stalag à Fallingbostel. Alors ça n'est pas un camp de concentration, il était prisonnier de guerre, mais il y a quand même eu 8000 morts du typhus. Il y a eu une épidémie terrible dans ce stalag et les conditions de vie étaient vraiment très difficiles. Et puis, les prisonniers n'avaient pas le droit de regarder les SS, les gardiens SS. Et je pense qu'il n'est pas anodin que Lévinas ait fait justement du visage l'essentiel, le cœur de sa pensée. Le masque imposé par le Covid masque une partie du visage. Et même si cela vise à nous protéger du virus, et cela est efficace, cette pratique nous a aussi éloignés les uns des autres. De plus, si nous lisons les recherches effectuées par Sinigaglia et Risolati, alors sur les neurones miroirs, nous avons sur le visage des capteurs. Ça ne se voit pas, mais enfin, on a des capteurs. Et on exprime ce que l'on ressent à travers des micro-expressions. Et les uns les autres, on capte ces micro-expressions. Et si on regarde des images de l'imagerie cérébrale, on se rend compte que
les zones qui sont activées, par exemple, si je souffre, je vais faire voilà, une mimique. Aïe. Vous voyez, je souffre. Eh bien, les zones qui sont activées dans mon cerveau seront les mêmes que celles qui sont activées dans votre cerveau quand vous me voyez souffrir. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Ça, c'est une étude neurologique vraiment très importante pour le philosophe. Il se passe la même chose. D'une certaine façon, nous vivons ce que vit l'autre personne. Et du coup, si nous portons des masques qui nous empêchent de voir les micro-expressions des visages, nous n'exerçons plus cette humanité, ce lien les uns vis-à-vis des autres. Et on peut se poser aussi la question des petits-enfants qui ne verraient le visage de leur mère que masqué, seront-ils en mesure d'aller puiser cette capacité de vivre d'une certaine façon ce que vit l'altérité? Donc ici, les études neurologiques sont vraiment très intéressantes. Et elles nous mènent aussi au toucher. Ce sera mon dernier point. Si le visage de l'autre nous appelle à mettre en œuvre toute notre humanité, la privation de l'exercice qui consiste à renouveler donc notre prise de mesure de la vie émotionnelle de l'altérité nous coupe d'une partie de nous-mêmes. Nous ne sommes plus dans le dialogue qui permet le dynamisme de notre propre vie émotionnelle. Nous sommes d'une certaine façon coupés du monde et nous risquons de perdre à long terme notre capacité qui nous porte vers l'autre. De la même façon, donc, il y a cet aspect qui concerne les modalités affectives et qui est le toucher. Le toucher est naturel et passerait volontiers inaperçu si nous n'étions plongés dans des situations où nous en sommes privés. Alors j'ai vécu ça en Angleterre. Moi je viens du Nord et dans le Nord on est très tactile. On s'embrasse beaucoup, enfin s'embrasser beaucoup, j'espère que ça va revenir. On s'embrasse beaucoup et on se touche beaucoup. Et comme j'ai fait des études d'anglais, j'ai commencé par faire des études d'anglais, et bien j'ai eu la chance de partir une année en tant qu'étudiante Erasmus. C'était les débuts des programmes Erasmus. Et là, personne ne se touchait. Et ça me manquait terriblement que personne ne se touche. Le toucher est un sens essentiel tout au long de notre développement. Et il concerne toute la surface de notre corps. Notre peau est comme un grand manteau sensoriel qui nous permet de prendre connaissance en notre corps et en notre conscience de ce qui nous entoure grâce à 800 000 capteurs, sur 3 couches superposées. On y distingue 2 circuits, un rapide et un lent. Alors, il y a un professeur de Liverpool qui a particulièrement travaillé sur le toucher. C'est le professeur McGlone. Tout au long de ces capteurs, il y a des signaux qui sont transmis à la vitesse d'un TGV, c'est-à-dire de 20 à 80 mètres par seconde. Jusqu'à la moelle épinière, donc ces capteurs courent, les signaux courent jusqu'à la moelle épinière, puis au centre cérébraux où ils sont ensuite analysés. Cela nous permet de réagir quand une araignée grimpe le long de notre bras, par exemple. Si bien que le toucher nous informe de tous les éléments qui peuvent se tenir à l'extérieur. C'est une chose. Les informations que nous apporte notre toucher est doublée par un autre système. Parallèlement, s'active donc un autre circuit câblé avec une autre famille de capteurs, les fibres C. Et ça, c'est la découverte du professeur McGlone, qui transmettent les informations plus lentement, 0,5 à 2 mètres par seconde. Certains sont spécialisés dans la douleur, donc ce sont des signaux qui informent notre cerveau de la douleur, ou transmettent la douleur, d'autres dans les démangeaisons. Cet été, on a pu faire cette expérience avec la moustique, ou le plaisir aussi. Imaginez une caresse, ça fait du bien une caresse quand même. Et la caresse est fondamentale dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. La caresse vient rassurer. On va voir pourquoi. Ces fibres, ces nerfs CT, donc ces fibres C,
sont enroulés autour de follicules pileux, c'est difficile à dire, et sont activées quand le poil est dévié de sa position naturelle. Dans le cerveau, elles sont reliées au cortex insulaire qui joue un rôle central dans le système limbique et le contrôle des émotions, précise le professeur McLeod. Le système rapide nous dit que nous sommes touchés et le système lent ajoute l'émotion qui est associée. La douleur, si vous vous êtes brûlé, le plaisir, si c'est un toucher agréable. C'est en effet dans le système limbique que l'hippocampe joue le rôle de serveur et va ranger les émotions dans notre bibliothèque mentale et nos souvenirs. Et ça, je l'ai appris avec les expériences du traumatisme du déporté. Elles peuvent venir des zones frontales lorsqu'elles proviennent des traumatismes. La parole, c'est la parole qui peut alors les conduire, ces émotions, dans les zones limbiques, où elles sont contrôlées par l'hippocampe. Le toucher sera fondamental. Dans notre vie quotidienne, Marie-Jaëlle en avait eu l'intuition. Les fibres dites CT sont au maximum de leur intensité de plaisir lorsque la caresse atteint une vitesse de 5 cm par seconde. Mais que se passe-t-il alors? Eh bien, ils vont libérer une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est l'hormone de la confiance et de l'amour spirituel ou tous les types d'amour. Et cette hormone est nécessaire. Alors, vous savez qu'on va caresser un bébé quand il pleure, ou une personne quand elle a mal, ou pour rassurer, on caresse. C'est-à-dire que spontanément, on sait le geste qu'il faut faire. Le problème avec le corps confiné, c'est que ces gestes n'ont pas pu avoir lieu. Et la caresse, qui est tellement importante dans les EHPAD, n'a pas nécessairement pu être donnée. Le toucher relationnel contribue à soulager la douleur, non seulement physique, mais morale, et crée une relation privilégiée et un climat favorable à l'expression du vécu de la personnalité de la personne hospitalisée. Le toucher puis la caresse sont donc très importants pour notre équilibre émotionnel, notre humeur et notre sens de la confiance. Il est un vecteur de sociabilité, et de même que les neurones miroirs doivent fonctionner pour que nous puissions continuer de parfaire notre humanité et notre connaissance d'autrui, ces réseaux de fibres CT doivent être stimulés pour que nous nous sentions qui nous sommes, que nous puissions avoir confiance, être rassurés. Et c'est l'altérité qui va nous rassurer. En l'absence de contact physique, notre équilibre est menacé. C'est ce qu'explique le psychologue Harry Harlow, qui fit des expériences sur les bébés singes. Alors ça, c'est pas bien du tout. Donc il a été très critiqué pour ces expériences. Mais ces travaux ont montré dans les années 50 que la privation de contact physique chez les bébés singes entraînait des comportements autistiques et une absence totale d'interaction sociale. Vous voyez, ce sont des choses qui ont l'air tout simples. Hein. Le toucher, la vue d'un visage, ça a l'air tout simple. Et puis finalement, quand ça manque, eh bien, ça nous prive de toute notre sociabilité. Les expériences de Harlow montrent aussi que l'absence de toucher est moins grave à des périodes plus avancées. Cela dit, elles engendrent bel et bien un déséquilibre plus ou moins important chez les personnes. Et c'est ce qui se produit actuellement dans nos périodes d'isolement, où tant de personnes, surtout les jeunes, sont en proie à des formes plus ou moins graves de dépression. Moi, je vois ça chez les étudiants. Il y a énormément de dépression chez les étudiants. Alors, je n'oserais pas les caresser, les étudiants, mais bon, peut-être que des câlins avec leurs parents viendraient soigner quelque chose. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, mais vous comprenez par ça, par exemple, le rôle d'un check-in, quand on serre la main, eh bien, on institue la confiance, il y a l'ocytocine, il y a tout ça, il y a un réflexe qui est un réflexe naturel qui fait qu'on peut se sentir en confiance. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci bien pour
ce brillant exposé qui était finalement à l'intersection de plusieurs domaines, hein, médecine, philosophie, psychanalyse, etc. Voilà. Alors nous allons passer à la deuxième partie de notre soirée avec donnant la parole à ceux qui t'ont écouté attentivement. Il manque la conclusion. Alors, le confinement, il était nécessaire ou contingent? Je crois que s'il n'y avait pas eu de confinement, on serait peut-être plus là aujourd'hui. Parce que ce virus était bel et bien extrêmement dangereux, est extrêmement dangereux. Le confinement est nécessaire. Mais voilà, il y a des maux collatéraux qui ne sont pas à minimiser. Et peut-être qu'on peut prendre aussi des libertés dans certains cas. Je pense à des personnes âgées qui, voilà, si elles avaient pu être prises dans les mains de quelqu'un de fiable. Je pense qu'il c'est au cas par cas. Hein, il n'y a pas de règle générale, mais au cas par cas, on juge s'il faut prendre la main de son proche ou voilà, et quelle est la balance bénéfice-risque. Prendre la main de son proche, quelquefois, ça permet de rendre la vie. Et rester éloigné, ça peut malheureusement entraîner la fin de vie. C'est très complexe, ça peut pas. C'est au cas par cas, je pense. Et ce sont des choses qu'on sent. Oui, merci pour la parole accordée. Merci Cathy pour les très brillants exposés. C'est presque, j'allais abondir dans le même sens que Bertrand sur l'aspect positif du confinement. Je suis d'accord qu'il y a des choses, comme tu dis tout à l'heure, qu'on ne peut pas négliger et que je peux paraphraser Lévinas autrement disant ce n'est plus que le visage de l'autre m'interpelle et me dit ne me tue point, mais comme tu as donné l'exemple de ta nièce, on dirait le visage de l'autre devenait m'interpelle, me dit ne m'approche pas, quoi. Et donc il y a eu cet aspect négatif du confinement et de la solidarité brisée du corps, la corporalité telle que Merleau-Ponty l'a dit, non seulement cette solidarité extérieure, mais entre mon corps, ma main, je ne devais pas toucher le visage si je n'ai pas lavé, si je ne vais pas désinfecter. Mais du côté positif, j'ai plutôt, je ne sais pas ce que tu en penses, je crois que le coronavirus nous a obtenu, le confinement, les corps confinés, nous a aussi obtenu beaucoup de choses. Et là, je voulais, si vous m'accordez, lire quelque chose qu'un écrivain tchadien a donné à ses propos. Je trouvais ça tellement beau, tellement fort. Et donc, je l'avais lancé sur Internet. C'est que ce petit machin microscopique a obtenu. C'est que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. C'est le feu. Trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. L'Irak a pris fin. Ce que les opposants politiques n'ont pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu, report des échéances électorales. Les entreprises donnent des exemples. Et ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse des prix, la pompe, protection sociale renforcée. Il ajoute quelque chose de très beau encore là. Il dit, soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement le temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants,
Les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Mais ce qu'il est important, il se vient soudain en silence, nous nous retournons à nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. Solidarité que le corps a perdu déjà à lui-même était une occasion quand même aussi de manifester ces solidarités. Et comme on parle des EHPAD, nous dans notre groupe de la GHUP, il y a eu des gens, des jeunes qui se portaient volontaires de faire des courses pour les personnes de troisième âge. C'était aussi une occasion du corps confiné, mais pas isolé. C'était cela pour notre général. Merci. Merci beaucoup, Simon, pour ta remarque et ce très beau texte. Il y a eu beaucoup de beauté morale à travers cette crise. Et ça, il faut la regarder. On a pris conscience qu'on pouvait être solidaire aussi. Peut-être le mettre en l'éteindre. Ou l'éteindre. On peut l'éteindre. Oui, ça va mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, effectivement, je suis d'accord pour la solidarité et pour la beauté morale qu'a révélé cette crise. Mais, bon, comme je l'ai dit, je viens d'une région, je viens du Nord. C'est une région très pauvre, où il y a énormément de problèmes sociaux. Et des gens n'ont pas su continuer de vivre ensemble. Les violences conjugales ont explosé. Les violences sur les enfants ont explosé. L'alcoolisme a explosé aussi. Donc dans des milieux qui étaient des milieux très fragiles, eh bien la crise a eu fin du petit équilibre qu'il pouvait encore y avoir. Mais globalement, il y a une solidarité qu'on ne doit pas oublier et qui peut nous porter aussi à aider ceux qui sont en crise. Je pense qu'un des effets du confinement, c'était aussi de retrouver la dimension du corps, parce que le grand mouvement général de nos sociétés, c'était plutôt la décorporalisation, la mise à distance. Le philosophe Gabriel Marcel avait quand même très fortement montré la différence entre dire « j'ai un corps », c'est-à-dire une mise à distance, considérer mon corps comme un objet, ou « je suis mon corps et je réagis avec tout ce que je suis ». Donc les gens ont retrouvé aussi une certaine forme de présence au corps. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que, bon, la différence classique que l'on fait aussi dans la théologie catholique entre le corps et la chair, est-ce que le corps n'a pas aidé aussi à retrouver une dimension plus vaste que, bon, en régime chrétien, on appelle la chair? Je renvoie aux thèses d'Emmanuel Falk. Alors peut-être que l'expression « vivre sa vie » en allemand atteste de ça. C'est ça, ein Leibleben. Et je pense qu'on ne peut pas vivre son corps sans vivre sa chair et sans vivre la chair. On ne peut pas les dissocier. Je ne pense pas. Mais je ne suis pas spécialiste d'Emmanuel Falk. Il ne faudra pas lui dire. Non, parce que ce qui se passe dans la résurrection, c'est que le corps est pris tout entier. Oui. Hein, et Saint Paul dit bien, ce n'est pas le corps en tant que tel qui ressuscite, c'est la chair. Donc, ce qui invite à faire une différence fondamentale entre notre condition de mortalité, dans laquelle nous sommes, et ce à quoi nous sommes promis. D'autres, je vois que Michel Fay devant moi pile de la tête. Je ne le vois que de dos, alors c'est le visage, c'est le visage, mais par l'arrière.
C'est un attribut humain. Il faut distinguer la chair et la viande, quoi. Alors, C'est ça. les Anglais le font. Ouais. Parce qu'il y a toujours deux termes pour désigner le corps animal. Ouais. Il y a le terme qui a une origine latine et il y a le terme qui a une origine saxonne. Comme il y a à la fois une racine germanique et une racine latine en anglais, eh bien, les animaux morts sont latins et les animaux vivants sont germaniques. D'ailleurs, quand tu as parlé... Par exemple, sheep et mutton. Oui. On ne va pas manger du sheep, on mange le mutton. Quand tu as parlé du chirurgien là tout à l'heure, je me demandais justement est-ce qu'il voit de la chair ou de la viande? Il y a de la viande. Oui. C'est de la viande. Le problème, c'est la vie. Ben, ce serait la viande s'il n'y avait pas de vie dedans. Alors, moi je pense qu'on voit de la chair. Parce que vous pouvez demander à tous les étudiants en médecine, quand ils font de l'anatomie et qu'ils dissèquent, ils savent que c'est de la chair et ils savent que c'est pas de la viande. Alors là, c'est un docteur qui te pose la question. Oui, parce que sinon il n'y aurait pas de sens à leur travail. Ce serait de la cuisine. Ben, ça, c'est la réponse. Je l'ai comme ça, elle me vient instantanément, mais ça travaille tous les étudiants en médecine. Quand on dissèque des cadavres, on n'est pas avec de la viande. Il y a quelque chose de sacré dans le corps. Un peu dans le flux, est-ce que le confinement n'a pas été aussi le moment où on s'est rappelé, donc on a remédié de cette manière à l'oubli du corps de l'autre? Je dis ça en ce sens que pendant quand même toutes ces semaines, on avait aux informations les soignants épuisés. Alors, je suis mari d'une soignante, je peux vous promettre que même hors confinement, ils sont tout aussi épuisés. Mais on les voit pas. On les voit pas et on râle parce que c'est pas assez rapide, etc. Là, on a vu les corps rompus de soignants. On s'est rendu compte que les soignants avaient un corps. Et on leur a d'ailleurs, dans plusieurs hôpitaux, ils ont reçu des gâteaux, des choses comme ça. On s'est rendu compte aussi que les éboueurs étaient fatigués, qu'ils avaient un corps. On s'est rendu compte, je suis prof, que les profs, c'était pas mal d'avoir un corps de prof en face de soi et pas simplement un ordinateur, le fantasme, l'idée qu'un tel remplacerait tout ça. Première fois de ma vie qu'un élève me dit on a hâte de vous voir. Oui, c'est comme ça. On est plutôt content quand il est malade, le prof. Il y a peut-être eu quand même, avant ce confinement, un oubli de la corporité de l'autre qui nous est revenu en pleine figure durant ce confinement, qui nous a révélé que l'autre aussi était un corps, qu'on avait oublié ça et que ça comptait, mine de rien. On l'a peut-être d'ailleurs réoublié depuis, mais je pense que le corps s'est révélé aussi dans ces moments-là, me semble-t-il. Oui. La fonction d'une crise, c'est aussi de révéler. Même si ça peut être tragique, c'est aussi de révéler. Et je pense qu'il faut se poser aussi la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en est venu à oublier le corps du soignant, le corps de l'éboueur qui va apporter des poubelles plus lourdes que lui, le corps du prof aussi qui est là devant. Et on a vu des profs agressés. Je pense que ça, c'est aussi une question qu'il faut... Pourquoi cet oubli-là? Pourquoi on est passé dans cette forme d'indifférence, comme si tout allait de soi, et comme si, effectivement, on ne prenait plus soin du corps de l'autre? D'où vient cette absence de soin, cette absence d'égard? Est-ce que c'est seulement moral? Est-ce que c'est seulement un problème de respect? Ou est-ce que c'est autre chose? Pourquoi ce court-circuitage? Le prof, ça devient celui qui me délivre sa leçon, qui fait son show. L'infirmière, c'est celle qui va me soigner. Mais pourquoi? Alors que cependant, effectivement, dans les reproches qui sont faits, c'est pas des reproches vis-à-vis des infirmières ou des soignants, c'est reproches que aujourd'hui un soignant n'a pas le temps
nécessaire à passer auprès du patient. Dans les EHPAD, bon ben voilà, la toilette c'est 10 ou 12 minutes, quelque chose comme ça, alors que pour faire la toilette et caresser la personne aussi, en la nettoyant, caresser, que ça reste agréable, ah ben, on met facilement une demi-heure, 40 minutes. Moi je l'ai fait pendant 3 ans avec ma maman. C'est fini ça. On est passé dans une ère avant le confinement, Oui. d'optimisation du travail dans les hôpitaux. Et malheureusement, parce qu'on a pris le personnel pour des machines, et l'humanité, on a plongé au niveau degré d'humanité dans les hôpitaux. Oui. C'est le fonctionnel Oui. qui a pris le dessus sur le corps. Et c'est ce que dit aussi, j'en avais parlé avec Jean-François Petit, les propos de Klemperer. On avait vu sa dénonciation du langage nazi, qui vient tout niveler et mélanger l'organique au fonctionnel. Et là, on est dans ce mélange d'organique et de fonctionnel, pour ne voir plus que le fonctionnel. Il faut réinventer le corps de l'autre, son être charnel aussi. Donc la question qu'on peut se poser aussi, et qu'on peut se poser en tant que chrétien, c'est comment faire pour réinventer cet être charnel de l'autre. Comment faire pour réinventer la chair? Je crois qu'on est aussi dans des formes très puissantes de technologisation, de digitalisation, qui font que le corps est ce qui résiste fondamentalement à cette furie, à ce train fou de la conception du progrès technique et technologique, puisqu'on ne parle plus dans certains milieux que d'exosquelette. Enfin, le squelette en tant que tel qui intéresse, c'est la représentation technologique du squelette qui est évitré, et le face-à-face est la prise en compte du corps. Je pense notamment dans les industries guerrières. C'est plus facile d'aller faire combattre son avatar ou son exosquelette que soi-même de se prendre une balle dans le corps. Tout simplement, donc un rapport aussi avec le vie de la mort. Mais on le fait avec les drones. On va combattre la guerre qui était un corps à corps. La guerre est en train de devenir une guerre des drones et de l'espace. Cela dit, l'exosquelette, bon, bah, c'est, vous savez, pharmakon, en grec, c'est à la fois le poison et le remède. Et l'exosquelette, ça peut être aussi un squelette externe qui permette à des personnes qui sont paralysées de remarcher. Une remarque simplement à propos de la chair. Il y a une tradition chrétienne quand même qui a tendu à dévaloriser tout ce qui est charnel, même par opposition au corps. Oui. On parle de la résurrection des corps. Justement, il est très intéressé par tout ce que vous avez dit du corps comme marque de la singularité, de l'individualité, irremplaçable, etc. Et c'est peut-être à cause de mon âge, je pense à la fois la résurrection des corps, qui a tendance actuellement, dans l'Église même, à passer pour une vieille idée complètement irréaliste. Si vraiment on ne croit pas à la résurrection des corps, que peut-on se représenter de la vie de l'au-delà? Parce que il y avait une autre remarque, aussi une autre question. Vous avez parlé beaucoup de compensation. Oui. Et je me demandais si on ne pouvait pas comparer pour les opposer de sorte de confinement dont nous avons été victimes au confinement choisi des moines, par exemple, dans les couvents, qui sont aussi qui sont privés de beaucoup de choses, mais je pense qu'ils continuent de vivre aussi avec leur corps, parce qu'ils forment aussi une communauté. Oui. Ce qui n'est pas parfois sans poser problème. Il y a des maladies propres à ce type de confinement. Oui. Parce que le corps a besoin parfois de ses droits, de l'espace, de l'altérité. Oui, en entendant un petit peu les différentes choses, je me fais la réflexion qu'en fin de compte, le corps, c'est plutôt l'image, la forme, la représentation,
Et la chair, ben, c'est ce qui permet de ressentir tout, et d'où peut-être les interdits chrétiens sur la chair, parce que ça peut amener le plaisir, ça peut amener, ce sont toutes les sensations qui passent au travers de notre chair. C'est vraiment la matière vivante. Et le corps, ben, moi ce qui m'interpelle justement aujourd'hui, il y a des tas de chercheurs qui cherchent à faire des corps bioniques, des humains bioniques. Ça veut dire, oui, ils vont pouvoir se déplacer, oui, ils vont avoir une jolie forme, mais ils ne vont plus rien ressortir. Je veux dire, c'est pas avec une jambe artificielle ou un bras artificiel. Voilà. Après, il y a autre chose aussi qui m'interpellait tout à l'heure, on ne peut plus toucher. Et moi, en tant qu'enseignante, j'enseigne en conservatoire, parfois je me suis posé la question par rapport à justement tous les problèmes qui touchent les enseignants, aussi bien pour le sport et tout ça, ou avec les problèmes d'attouchement, d'accusation d'attouchement, on n'ose plus toucher l'élève, parce que, et pourtant, c'est aussi un moyen d'enseignement. Enfin, en sport, ça peut être déjà même... jeune, j'ai fait de la gymnastique acrobatique, on nous paraît pour nous empêcher de tomber, voilà. Après, moi, en tant qu'enseignante de la guitare, ben, quelquefois, je passais la main de mes élèves, je leur montrais le geste. Et tout ce qui est justement les sensations, c'est aussi notre manière d'interagir. C'est ce qui nous amène les informations de l'extérieur. La connaissance de l'extérieur, c'est même l'enfant, il touche pour apprendre. Hein, il a besoin de porter à sa bouche, de toucher toutes les choses. Vous posez une question importante. Et une dernière chose qui casse depuis très longtemps, là on parle du corps confiné, mais moi je pense aussi l'esprit confiné, et je pense, quelque chose qui m'avait frappé, j'ai oublié le nom, mais c'est un scientifique, je crois, il avait une maladie dégénérative où il s'est retrouvé enfermé dans son corps et Stephen Hawking. Oui, alors ça c'est encore autre chose, mais au-delà du corps, il y a l'esprit confiné aussi. Mais à l'inverse, on peut lui, par contre, je ne pense pas que son esprit était confiné. Son corps l'était, mais son esprit était... Oui, mais par contre, la communication... formidable. La communication était difficile. Oui. L'échange, les relations humaines avec les autres personnes... Oui. Le point qui me semble vraiment très très important, et peut-être qui rejoint ce que vous allez dire, c'est le fait qu'on veuille aseptiser le relationnel. Il se trouve que j'ai été nommée Madame Harcèlement dans ma faculté. Et donc j'ai dû suivre une formation et j'ai appris qu'on ne pouvait pas poser la main sur la jambe de son voisin. On ne peut pas poser, mais moi ça m'arrive de faire, écoute, on va faire ça. Oui. Ça ne me gêne pas. Et en plus, je suis du Nord, on se touche facilement. Et alors, on est en train d'aseptiser le relationnel et du coup, de priver aussi l'altérité du toucher. Avec tout ce que ça importe. Je crois que justement, le confinement a accéléré une tendance qui allait vers ça, déjà. Oui. Avant. C'est-à-dire que plus que les gens soient proches, on veut aseptiser les relations entre les gens. En médecine, avant le confinement, on évoquait depuis longtemps la télémédecine. Là, pour moi, c'est une véritable catastrophe, parce qu'on passe à côté de tout. Et puis, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quand vous êtes en consultation avec quelqu'un, je parle de ma pratique là, l'écoute, l'échange, la perception de l'autre, elle ne peut pas se faire sous forme d'une visioconférence. On sent rien, c'est froid, voilà. On va vers quelque chose, on enlève le rapport humain, si vous voulez. Par exemple, la médecine générale, je prends le cas de la médecine générale. On forme des jeunes médecins, mais il faut plus s'intéresser au psyché. C'est-à-dire que les médecins dévient sur les psychologues. Vous avez un problème? Non, ça prend trop de temps déjà pour en débattre, parce que les consultations n'ont pas été réévaluées, et c'est une catastrophe, mais
Donc, allez donc voir un psychologue. On dévie ce qui était l'essentiel du soin d'un médecin généraliste, c'était l'écoute et la psychothérapie de soutien. C'est-à-dire que voilà, le patient il sortait, il avait déjà un remède en sortant, avant la pharmacie. Oui. Et alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que une des catastrophes moi, que je trouve, c'est l'isolement des étudiants. Oui. Je trouve que mes années d'étudiants, à moi pareil, et toutes nos années d'étudiants, on a refait le monde plusieurs soirs par semaine, on avait des échanges, c'était un bouillon de culture. Ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu ça pendant le confinement. Là. Ils ont été privés de ça. Et je me demande les répercussions que ça va avoir sur cette génération d'étudiants. Ils en sont déjà privés par le système universitaire même. Quand j'étais étudiante, on pouvait sécher des cours et puis venir voir un spectacle à Paris. On avait une année d'études pour la même matière, on avait cours toute l'année sur la même matière, et notre année n'était pas, au bout de 12 semaines, on n'avait pas des examens, et puis re-examens, etc. Là, on est en train de constamment les fliquer sur l'apprentissage du cours. Alors, ça empêche le travail du chercheur à l'université, mais ça empêche aussi à l'étudiant d'accéder à ce qu'Aristote appelait la vie de loisir, à une véritable responsabilité, expérience du monde et du monde de la culture. Parce que la vie de l'étudiant, la vie intellectuelle de l'étudiant, c'est pas seulement dans le cours du prof. C'est au théâtre, c'est au cinéma, c'est dans les voyages à l'étranger. Et Erasmus était fait pour ça. C'est dans une vie très riche comme ça dont il faut faire l'expérience. Mais si à tout bout de champ, ils ont des examens et on les évalue, ils n'osent plus faire ça, parce qu'il faut qu'ils passent du temps à apprendre pour pouvoir répondre au système. Oui, mais enfin, moi j'aurais voulu défendre les classes préparatoires dans lesquelles on fait appel, et puis dans lesquelles les élèves auront des devoirs à la maison tous les 15 jours et des devoirs sur table tous les 15 jours, ce qui fait qu'ils ont un devoir toutes les semaines. Mais elles durent combien de temps, ces classes préparatoires? Ah non, elles ne durent que 2 ans. Elles ne durent que 2 ans. Et après, c'est la grande vie quand même. Et voilà. Et quand on sort de classe préparatoire, on explose. Oui, bien sûr. De culture. C'est quand même dans les classes préparatoires qu'on acquiert le maximum. C'est un choix. C'est un choix. On forme de très très bons étudiants en classe préparatoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une expérience du monde qui est nécessaire. C'est une réflexion que j'avais avec les polytechniciens. Ah oui, forcément. Alors les polytechniciens, je disais, à un moment donné, je réfléchissais, je dis que c'est quand même du gâchis, quoi. Passer une année, à l'époque c'était 1 an le service, passer une année à plus rien faire alors qu'ils avaient travaillé, mais ils ne connaissaient pas le monde. Ils ne connaissaient rien, ils étaient dans leur cocon. Et en fait, cette année-là, de service militaire, elle apprenait à connaître les autres, les gens, la vie, tout simplement. Ça se fait beaucoup en Allemagne. On consacre une année, parfois souvent avant les études, une année à voyager ou à connaître le monde ou à faire de l'humanitaire. Sur la voix, la question de la voix, par exemple dans la consultation. On l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui j'étais en séance avec des magistrats, j'organisais des journées d'études pour les magistrats en exercice, et il y avait 2 personnes qui étaient là, une personne qui a été victime du génocide des Tutsis, et puis un autre de mes étudiants qui a été victime des Khmers rouges. Et leur voix, entendre leur voix, ça a été quelque chose d'absolument irremplaçable. Parce que ça a fait que il y avait beaucoup de magistrats, ils étaient une centaine, et ça fait qu'ils ressentent la vibration, ils ressentent la personne vibrer ce qu'elle a vécu. Et ce ressenti-là est irremplaçable.
Et la voix peut porter le vécu de la personne. Elle peut le conduire quelque part. Et la voix de l'autorité, la voix du médecin, aller voir son médecin parce que ça ne va pas trop, on a les idées noires, on va discuter avec lui. Bon, c'était quelque chose de simple. Et la voix porte là aussi. Tout ça, la voix, c'est aussi, ça fait partie du toucher, hein, parce que le son est une déformation mécanique de l'air qui vient toucher notre tympan. Donc on est dans les modalités du toucher. Justement, il n'y a rien non plus qui peut remplacer la présence directe des personnes, non. Parce que la communication, elle passe par la voix, elle passe par peut-être le toucher, mais il y a tout un ressenti de l'autre quand on est en direct, dans un face-à-face direct. Et on a bien vu avec le confinement, les réunions par écran, à un moment donné, on en a un peu assez, parce que c'est pas la même chose. Oui. Il nous manque cette présence. Oui. Oui. Voilà. Il y a des choses qui passent. Oui. Je pense qu'il faut travailler sur la présence, sur ce que c'est que la présence. Il y a des livres à écrire sur la présence. Et je voulais aussi rebondir justement, je trouve que très dangereux les consultations par maintenant. Moi j'ai pu mesurer la joie de certains de reprendre le travail présentiel. C'est-à-dire qu'ils étaient isolés chez eux et ne serait-ce que la pause café avec les autres, le midi, le repas partagé avec les autres, les discussions, et bien, il y a des gens qui sont dans un isolement terrible chez eux, des gens qui vivent seuls, ils n'avaient plus rien, quoi. Il n'y avait plus rien pour vivre pendant des semaines entières. Psychologiquement, c'était extrêmement dur pour eux, quoi. Alors, sans compter ceux qui avaient l'habitude, à l'inverse, d'avoir chacun leur vie et qui étaient sous le même toit et dont vous avez parlé tout à l'heure en créant des problèmes de conflit dans les couples et avec les enfants, le partage de l'outil informatique, parce que les enseignants étaient très demandeurs que les enfants aient Internet, sauf que les parents étaient obligés de travailler en télétravail après 22 heures pour avoir les outils informatiques. Énormément de problèmes. Oui, le numérique nécessite une certaine richesse, il faut le dire. Encore une question là. Oui, en fait, tout ce que vous avez dit, moi, m'a ramené au concept d'humanitude. Oui. Dans les maisons de retraite. Oui. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ce confinement, eh bien, il a mis en exergue ce qui existait déjà dans certaines maisons de retraite, c'est-à-dire cette solitude extrême. Alors, je ne parle pas du personnel soignant dont vous parliez qui était en souffrance, mais donc, qui est directement en lien avec le sujet, puisque les personnes âgées dans les maisons de retraite subissent cette absence d'humanité, de personne, de présence, de contact, de relationnel qui est fondamentale. Donc, ce qui fait qu'on a vu beaucoup de personnes âgées qui ont été dans une espèce de syndrome de glissement. Voilà. Donc, effectivement, moi, tout ce que vous avez dit m'a ramené à ça, au concept d'humanitude. Vous parliez très justement du toucher, du regard, de l'appareil, et tout ce manque qui a fait que ces personnes se sont trouvées dans une espèce de processus comme un engrenage qui a accéléré leur départ. Je me demande même si c'est le virus en lui-même n'a pas fait moins de dégâts que oui, c'est une question qui se pose. Oui. En priant les familles d'aller voir leurs proches, puisque le lien familial c'est fondamental. On pourrait même faire des études sur l'importance de la famille, de la cellule familiale qui a été brisée. Comment peut-on dire à des personnes de ne pas aller voir leurs parents mourantes, puisque ça a été vraiment très très loin. On a accepté de laisser des personnes mourir seules à l'hôpital, dans les EHPAD. Et donc, tout ce qui... Voilà. Donc, moi, tout ce que vous m'avez dit me ramène à tout ça. C'est cette humanité, cette humanitude dont on a été privé. Oui. Jean-François Petit en a parlé dans sa chronique. Il a fait une chronique chaque jour du confinement.
ils furent pris d'une grande frayeur. Hein, et tu as évoqué ces questions. En 2 mots, mais il va falloir qu'on arrête. Oui. La qualité essentielle, c'est le lien, c'est la relation. Tout ce qui s'est passé pendant le confinement a été, dans certains cas, la destruction de liens vitaux pour notre humanité. Et la chronique que tu cites, c'est essayer de créer un lien avec des personnes qui étaient en difficulté. C'est une chronique qui a eu quand même beaucoup de succès. Enfin bref, à plusieurs milliers d'exemplaires, mais c'est aussi trouver une modalité, ce que vous dites, madame, d'une humanité véritable. Or, notre travail, c'est effectivement, ensemble, de construire cette humanité. Alors, nous arrêtons parce qu'il est 10 heures passées. Oui. Et merci encore d'être venu aussi.